Chers patients, bonjour. Aujourd'hui, dans ce contexte pandémique de coronavirus, je vais vous dire que je pense à vous. Et je vous adresse ce message de soutien et de confiance. Aujourd'hui, je vais vous rappeler les pistes à suivre pour éviter d'être contaminé et surtout pour éviter d'avoir les complications qui sont souvent fatales. Cette approche est holistique et elle fait partie d'une médecine intégrative, ça veut dire complémentaire, à la médecine allopathique hospitalière. Je tiens à saluer le courage de mes confrères, pneumologues, infectiologues et surtout les réanimateurs qui vivent des moments difficiles actuellement. Alors, je vais aborder l'alimentation. Et comme disait l'Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. Puis je vais aborder la micronutrition. Alors, ce sont, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des apports des cofacteurs et des vitamines et des minéraux qui aident au fonctionnement enzymatique de notre corps. Après, je vais parler de l'homéopathie, surtout de la notion de terrain homéopathique, puisque en fait c'est le mode réactionnel de chacun. Ça veut dire que chacun va faire sa maladie et chacun va, oui ou non, avoir des complications. Et je vais finir avec l'approche ponctuelle de l'aromathérapie anti-infectieuse. Ça veut dire l'utilisation des huiles essentielles qui ont comme but principal de tuer le virus ou calmer l'inflammation ou calmer, donc ils ont plusieurs impacts. Alors, comment agir sur l'alimentation? J'ai une phrase que j'utilise souvent avec mes patients et je dis que nous sommes ce que nous mangeons. Donc ça veut dire que notre assiette, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va induire la bonne ou la mauvaise réponse du système immunitaire. Donc le mot équilibré me paraît juste. Alors on va commencer à équilibrer l'équilibre. Donc on va équilibrer la balance acido-basique. Alors qu'est-ce que c'est? La balance acido-basique tissulaire, en fait, ce sont nos organes qui peuvent être plus ou moins avec un pH qui est plutôt vers l'acide. Comment on peut travailler tous les jours avec cette balance? C'est en apportant certains aliments qui sont acidifiants et d'autres qui sont alcalinisants. Donc les aliments qui sont acidifiants, ce sont surtout les protéines animales. On peut faire comment? Tout de suite, on peut remplacer les protéines animales par des protéines végétales, puisque nous avons toujours besoin des protéines pour fonctionner. Donc les protéines végétales, surtout dans les légumineuses. Donc ce sont les lentilles, les pois chiches, les haricots secs. Et on va limiter les viandes. Pourquoi? Parce que aussi ils peuvent créer une dysbiose intestinale par putréfaction et qu'elle va travailler négativement sur notre système immunitaire. Je vais revenir un peu plus loin. On va augmenter aussi les aliments alcalinisants. C'est quoi les aliments alcalinisants? Ce sont les légumes. Alors les légumes de toutes les couleurs et qu'ils soient idéalement à 3 repas par jour. Donc on a aussi les fruits qui ont aussi un impact assez intéressant sur la santé. Cet équilibre acido-basique, il a été évoqué à plusieurs reprises entre nous les médecins par rapport au traitement allopathique actuel, notamment le traitement par plaquenil, où il y a l'hydroxychloroquine, qui est le principe actif, qui agit sur la réplication virale, puisque lui, on sait que ce coronavirus, il a besoin d'avoir un terrain plutôt acide, puisqu'il se multiplie plutôt dans les organites acides qui sont les peroxysomes, et que ce médicament, il travaille comme une base faible et qui va travailler pour limiter la réplication et la multiplication de ce virus. Alors pourquoi pas, nous, à la maison, nous pourrons travailler en amont de ce médicament ou en amont du virus pour préparer le terrain qui soit moins commode, on va dire, pour ce virus. Alors maintenant, je vais parler de l'inflammation. Ça veut dire on va travailler sur l'équilibre pro-inflammatoire
et anti-inflammatoire du corps. Cela, il dépend aussi de notre assiette. Notre assiette est surtout de la composition de nos membranes cellulaires en gras. Alors, on a du bon et du mauvais gras dans le corps. Ça, tout le monde le connaît. Alors, le bon gras, c'est le gras qui va apporter des molécules qui s'appellent des résolvines de l'inflammation. Parce que nous avons besoin d'initier une inflammation, ça veut dire avec des graisses qui sont plutôt saturées, telles que l'acide arachidonique, il est utile et nécessaire pour le corps, mais il faut qu'il soit en quantité suffisante, qu'il y ait un bon équilibre entre l'acide arachidonique et les oméga 3. Au jour d'aujourd'hui, l'alimentation moderne, donc suite à la Seconde Guerre mondiale avec cette révolution industrielle, nous avons chargé tous nos aliments en acide arachidonique, ça veut dire un pro-inflammatoire. C'est le pyromane si vous voulez. Et il y a une diminution assez conséquente des oméga 3, donc ça veut dire les gens ils mangent beaucoup plus de mauvais gras que du bon gras. Et si vous voulez, ces personnes-là, s'ils tombent malades, elles vont faire quoi? Elles vont avoir une réaction et bon, créer une bonne inflammation pour se protéger parce qu'elle est utile, mais ils vont avoir pas assez de pompiers, on va dire, pour calmer l'inflammation. Et c'est là qu'il y a les effets, l'emballement du système immunitaire avec la cascade des cytokines pro-inflammatoires et les gens qui vont en réanimation. Donc ces gens-là, comment faire? Comment nous préparer tout de suite? Donc on va travailler et on va limiter. Comme j'ai dit, les graisses saturées sont surtout dans le gras qui est figé, le gras d'origine animale. Et on va surtout privilégier le gras oméga 3 qui est plutôt dans les petits poissons. Donc ça veut dire c'est les poissons qui sont en début de chaîne. Donc ça veut dire au niveau de l'écosystème, on est bon. Donc ça sera les sardines, le maquereau, hareng. On va éviter les gros poissons, le saumon, le thon, pour les questions écologiques, mais aussi pour les questions qui ont beaucoup de dioxines dedans et que c'est des métaux lourds. Donc pour le système immunitaire, c'est pas très intéressant. Donc manger tous les jours pendant un mois actuellement des petits poissons, que ce soit sous forme de rillettes ou sous forme de petites sardines. Donc il faut les utiliser plutôt en début de journée parce qu'on va mieux les digérer en début de journée que le soir avant de se coucher. Pour les gens qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant, qui ont mal mangé, entre guillemets, qui n'ont pas eu assez de petits poissons, ils peuvent faire des cures d'oméga 3. Ça veut dire EPA, DHA. Ce sont il faut choisir bien sûr des bons labos qui ne sont pas oxydés, parce qu'ils sont assez fragiles, les oméga 3. Et faire 1 gramme à 2 grammes par jour d'oméga 3 au milieu d'un repas pour améliorer l'absorption. Le problématique, c'est qu'il y a certains gens qui n'ont pas du tout mangé des petits poissons et que maintenant, ils mangent 5 grammes d'oméga 3. D'ailleurs, il y a beaucoup de conseils là-dessus, 5 grammes par jour pour rattraper le temps perdu. Il faut 3 à 4 mois pour moduler une membrane, pour la rendre moins inflammatoire. Donc, si on va charger avec une quantité importante d'oméga 3, on risque de créer des problèmes, d'aggraver le stress oxydant, d'oxyder ce gras-là, parce qu'on sait que les oméga 3 ils sont très fragiles et qu'ils s'oxydent vite, et dès la digestion dans l'estomac, elles vont commencer à s'oxyder. Donc, donner des grosses doses, ça ne me paraît pas judicieux. Par contre, 1 ou 2 grammes, ça me paraît bien, avec des aliments, donc manger des aliments colorés pour éviter cette peroxydation lipidique dès l'estomac. Et donc avoir quelques plantes anti-inflammatoires avec, parce que on sait que le profil de ces gens-là, il n'est pas très bien équilibré. Donc je vais parler au niveau de la phytothérapie qui est anti-inflammatoire, où on aura quelques plantes à rajouter assez intéressantes comme la curcuma. Alors la curcuma, c'est une plante que tout le monde parle. On a plusieurs variétés de curcuma, plusieurs modes d'administration. Donc on a la curcuma qui est le totum, ça veut dire toute la poudre, tout ce que la curcuma a dans une poudre. Et nous avons la curcuma où on a extrait la curcumine qui est un principe actif qui est plutôt anti-inflammatoire.
alors laquelle prendre? Donc je pense qu'à la longue, quand on prend un extrait d'une plante, on est un peu dans une médecine naturelle mais qui peut être toxique. Puisqu'il va avoir des effets secondaires à la longue. Donc, je ne vous conseille pas à faire de curcumine à des mois entiers. C'est plutôt un cure par rapport à certaines douleurs. Si vous voulez, c'est comme le paracétamol, entre guillemets. On prend de la curcumine pour soigner une douleur aiguë. Par contre, la curcuma en poudre, on peut la prendre à la longue, que ça soit sous forme de curry ou dans tous les plats, mais aussi en gélule, le totum de la plante, parce que elle va avoir bien sûr de la curcumine, peut-être qu'elle va moins bien passer la barrière intestinale, mais c'est pas grave, parce que j'ai besoin d'elle dans l'intestin. Dans l'intestin, elle va avoir un impact sur notre microbiote, parce qu'elle est très riche en polyphénols, qui sont des antioxydants, qui vont entretenir notre microbiote intestinal, et je vais revenir un peu plus loin sur le microbiote. D'autres plantes assez intéressantes dans l'alimentation qu'on peut utiliser, c'est le gingembre. À lui, il est antiviral, il va améliorer la digestion des protéines, il va avoir un impact sur l'absorption des graisses. Donc, il a un rôle très important et surtout, il est anti-inflammatoire. Donc, il faut l'utiliser en lamelles, la racine fraîche, on la met, on la saupoudre les petits poissons, on mange en lamelles, on fait une infusion au gingembre. On a plusieurs formes de consommer le gingembre. Nous avons aussi une phytothérapie. Vous voyez, on a plein d'armes en médecine naturelle et médecine réelle, on va dire, parce que nous faisons partie de la nature. Nous avons le cyprès, qui est une plante antivirale par excellence. Donc, c'est le contact. Dès qu'il y a le contact avec le virus, dès le moindre rhume, le cyprès, il est là pour nous aider. Donc là, nous pouvons prendre 1 gramme et demi de cyprès par jour en 3 prises en période de 7 à 10 jours par rapport au début du virus. Nous avons aussi l'astragale qui est une plante très intéressante parce qu'elle va être immunomodulatrice, c'est une plante adaptogène d'ailleurs. Et elle va avoir un impact sur les virus à ARN. Donc ça veut dire sur les virus un peu de la famille du coronavirus. Donc il y a un impact direct antiviral sur la multiplication de ces virus-là. Donc, vous voyez, donc ça c'est certaines plantes, nous avons une multitude de plantes qui ont des effets similaires, mais là, bon, je vous ai donné un peu les plus importantes. Bien sûr, le cassis, le bourgeon de cassis, on peut l'utiliser pour les enfants, parce que il est très bien dosé, il n'a pas des effets secondaires et c'est un cortison-like, donc il va améliorer la réponse de la surrénale pour l'inflammation. Maintenant, je vais parler un peu plus en détail de la micronutrition. Ça veut dire les aliments que nous savons pas dans quel aliment vraiment les manger, comment les trouver. Souvent, certains, il faut les doser dans le sang pour voir où sont les carences. C'est adapté par rapport à la personne. Et je vais essayer de reprendre un peu les plus importants, ce qui revient souvent au niveau du système immunitaire. Donc le premier, c'est le zinc. Alors le zinc, c'est un minéraloïde qui fait partie d'une multitude de réactions dans le corps humain, mais surtout c'est un antiviral qui est reconnu. Donc ça veut dire que lui, il faut l'utiliser dès le début, pendant une période, on va parler d'une période d'1 mois si vous voulez, parce que tout se contrôle après, ça se dose et j'aime pas donner des traitements éternels. Donc le zinc, ça sera à prendre donc pour les gens qui ont pris souvent, qui mangent bien, pour la plupart de mes patients qui font attention, qui savent ce qu'ils font et tout ça. Donc le zinc, ça sera plutôt à prendre une gélule, ça veut dire 15 mg, 20 mg par jour, c'est plutôt suffisant. Par contre, s'il y a les symptômes de moindre rhume qui débutent, donc là, on double la dose, on met à 40 mg parce qu'après, il peut être un peu vite saturable et ça peut être un peu, pas très toxique, mais c'est moins souhaitable d'augmenter les doses assez fort. Donc 40 mg, 6 symptômes. Alors maintenant, le fer. Alors, le fer, vous voyez, donc du coup, il est plutôt par rapport à certaines tranches de patients. Les enfants qui sont souvent malades, les petits enfants maigrichons qui sont tout le temps malades, qui ont du rhume sans arrêt et tout, le fer, bien sûr il faut des fer, tous ces minéraloïdes, il faut que ça soit sous forme de chélaté pour qu'ils soient mieux assimilés. Donc ça sera 4 à 8 mg de fer par jour pour les enfants et pour les adultes entre 14 et 28 par rapport à leur statut de ferritine, donc ça veut dire la réserve de fer. C'est les femmes qui sont réglées, qui ont des règles abondantes, elles peuvent être le sujet. Donc
j'ai dit les enfants et surtout, nous n'oublions pas les végétariens. Donc, ils ont souvent des carences en fer et on sait que le fer, il va améliorer le pouvoir de phagocytose des macrophages. Donc, ça veut dire on va vraiment stimuler l'immunité innée. C'est celle qui va tout de suite sur le terrain et c'est là qui va aller se battre. Il ne connaît pas l'ennemi, mais il va aller attaquer sur le front. Donc, si on n'a pas de fer, on aura une mauvaise initiation de la protection immunitaire. Le magnésium et la glutamine, ce sont les carburants de nos cellules immunitaires. Ça va leur donner de l'énergie pour aller travailler sur le front et lutter. Donc le magnésium, c'est plutôt à 400 mg par jour, on est plutôt à des doses assez correctes, sous forme de bisglycinate ou de citrate. Et la glutamine, 1 g par jour à 3 repas, avant les repas. Elle a un double rôle, la glutamine. Donc, en plus d'être le carburant du système immunitaire, elle va avoir un rôle de réparer la barrière intestinale. Et c'est quoi, qu'est-ce que c'est la barrière intestinale? C'est la première ligne de défense de notre système immunitaire. Si la porte est fermée, l'ennemi ne va pas rentrer à la maison. La glutamine va protéger cette barrière intestinale. Donc, le rôle de la glutamine, si vous voulez, le troisième rôle intéressant, c'est qu'en fait, en limitant cette barrière intestinale, en fermant ces portes, on va éviter qu'il y ait des morceaux de bactéries qu'on appelle de lipopolysaccharides, des bactéries gram-négatives qui sont dans l'intestin et qui vont par le flux sanguin aller dans le poumon. Ils vont créer des surinfections bactériennes chez les personnes qui sont déjà atteintes, qui ont cette pneumopathie virale. Et là, il va y avoir des bactéries qui vont se surajouter. Et là, le risque de dégradation, il est beaucoup plus important. Je vais parler de quelque chose qui a été évoqué cet week-end par l'OMS, c'est la vitamine D. Donc finalement, l'OMS, il a dit que la vitamine D, tout de suite, il faut la donner à tout le monde. Bon, nous, en micronutrition, on le donne tout le temps. On sait qu'elle a un rôle immunomodulatrice et qu'elle a un rôle, en fait, sur l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ça veut dire elle va travailler sur la réplication virale et elle a empêché, en fait, la rentrée du virus dans la cellule. Donc, elle est assez intéressante à 4000 unités internationales par jour, donc 4000 unités par jour. N'oublions pas, c'est une vitamine grasse, donc ça se prend au milieu d'un repas où il y a de l'huile, où il y a des petits poissons par exemple. La cure, c'est toujours, on fait 1 mois ou 2, après on contrôle, je répète toujours ça. Elle a aussi un rôle dans la barrière intestinale parce qu'avec le zinc, le fer, la vitamine D, la glutamine, ce sont des ingrédients indispensables pour une bonne barrière intestinale. Le sélénium. Alors, le sélénium, il est un outil très important pour notre système immunitaire. Par contre, on ne peut pas donner à tout le monde. Les gens qui ont des antécédents du cancer du prostate ou les personnes diabétiques, il faut mieux le doser avant et puis par rapport à leur statut, on peut leur donner. Sinon, les gens plutôt âgés, donc ça veut dire on sait qu'ils ont une baisse du sélénium par baisse d'absorption, par manque de micronutriments en général, on peut leur donner une cure de 6 mois, même si on ne fait pas de dosage. Donc, ou les personnes jeunes, on a fait un statut qui n'est pas optimal, on peut bien sûr leur donner du sélénium aussi. Alors, c'est le dosage, c'est plutôt à 200 microgrammes, donc on sait que c'est un peu plus que le dosage nutritionnel recommandé, mais on n'est pas du tout dans les doses toxiques pharmacologiques. Donc, le sélénium, il va diminuer la virulence du virus. Alors là, c'est très intéressant, puisqu'on sait que le coronavirus, il est très virulent. Donc, le sélénium, il va avoir un impact intéressant. En plus, il va augmenter la lymphocyte, le natural killer. Donc, on va travailler aussi sur l'immunité innée. Donc là, le sélénium est très indiqué. Après, les Chinois maintenant, ils ont parlé de la vitamine C liposomale où ils l'ont utilisée chez les patients malades pour diminuer la durée de la maladie, mais ils l'ont fait en intraveineux et ils l'ont fait à des doses pharmacologiques, ça veut dire des doses extraordinairement fortes que nous, à la maison, on ne peut pas prendre ça. Donc, alors, est-ce qu'il faut la prendre ou pas? Je dis oui, il faut la prendre à des dosages à 1 gramme ou 2 grammes par jour, toujours au milieu du repas parce que c'est une vitamine qui est liposomale, donc il faut qu'il soit absorbé avec le flux des graisses dans le corps.
Donc pourquoi il faut la donner? Parce qu'il va travailler comme une vitamine antioxydante, donc en limitant le stress oxydant qui est créé par une inflammation. Donc on va limiter l'emballement du système immunitaire et une mauvaise réaction du système immunitaire avec la cascade des interléukines pro-inflammatoires. Donc il va travailler sur cet axe-là. Donc pourquoi pas? Nous avons les citrates. Alors les citrates, je reviens à l'approche sur l'équilibre acido-basique et que je vous rappelle que le virus, il aime se multiplier dans les organites acides et sur un terrain qui est acide. Donc les citrates, on peut les donner en complément alimentaire pour travailler cet équilibre acido-base, mais aussi pour les gens qui sont en acidose. Donc en complémentation, donc des fruits, des légumes, des protéines végétales. Donc nous pourrons rajouter les citrates en complément alimentaire. Ça c'est plutôt, on va dire plutôt par rapport au terrain, mais il n'y a pas des effets secondaires. Tout simplement prendre un peu de bicarbonate de soude, la moitié de la cuillère à café tous les matins dans un petit verre d'eau, c'est pas nocif. Surtout, il ne faut pas le prendre avant le repas pour ne pas diminuer l'acidité. Sinon, à jeun, on peut le prendre. On a aussi le N-acétylcystéine. Alors, c'est quoi ça? Donc, c'est un précurseur de glutathion réduit. Donc, ça veut dire que le glutathion, en plus d'être au cœur de régulation du stress oxydant dans le corps, donc ça veut dire qu'il va régler le système immunitaire pour qu'il ne s'emballe pas trop, parce qu'on sait que l'oxydation, c'est la première arme, donc c'est les radicaux libres qui vont tuer les microbes. Donc, il faut les laisser, mais il ne faut pas trop les laisser à s'emballer un peu trop. Donc, le N-acétylcystéine, il a un impact sur ça. Donc, un préventif, il faut le donner à 500 mg 3 fois par jour. Et par contre, s'il y a la maladie, il a un rôle encore plus intéressant parce qu'il va limiter l'inflammation au niveau du poumon. Il va améliorer l'échange au niveau gazeux au niveau du poumon en limitant cette inflammation. Donc là, on double la dose, on prend 1 gramme matin, midi et soir. Et là, on fait une cure, bien sûr, une cure courte, parce que on sait que le glutathion, il va travailler, si vous voulez, il va essayer de faciliter la mort des cellules qui sont déjà infectées avec le virus. Du coup, on va limiter la propagation du virus dans le corps. Là, je vais faire une parenthèse pour les personnes âgées au niveau de la micronutrition, parce qu'on sait donc qu'ils sont un thymus qui ne marche pas. Le thymus est une glande immunocompétente qu'avec l'âge, et surtout avec le manque de zinc, il va évoluer. Donc en donnant du zinc, on va stimuler ce thymus qui va produire les anticorps. Donc on va travailler sur la seconde étape du système immunitaire, la réponse adaptative. Donc le zinc, toujours, je vous ai dit, entre 20 et 40 mg par jour. Les personnes âgées, ils ont souvent une sarcopénie, ça veut dire une masse musculaire qui commence à être faible. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à digérer les protéines. Et les pauvres, ils ont beaucoup d'entre eux des traitements antiacides. Donc, les traitements antiacides, ils vont limiter la digestion gastrique des protéines. Et en fait, nous savons que les anticorps, ils sont formés des acides aminés. Donc les acides aminés, ils viennent de la digestion des protéines. Donc si on va améliorer en amont, en début de chaîne, la digestion de protéines, on aura une meilleure réponse immunitaire par la production d'anticorps qui seront présents sur le terrain. Donc, limiter, donc comment il faut faire? Donc, il faudra donner, donc, en dehors de limiter cette iatrogénie par les médicaments antiacides, et il faudra consommer aussi du gingembre, du curcuma, qui sont des plantes qui vont faciliter la digestion gastrique. Après, on a micronutrition au cas par cas. On peut doser l'acidité gastrique et donner par rapport à un complément alimentaire de acide chlorhydrique ponctuel en plus pour améliorer cette acidité, pour améliorer la digestion des protéines. Les personnes âgées, ils ont aussi souvent une insuffisance en oméga 3 parce qu'ils ont aussi, par cette insuffisance enzymatique, insuffisance hépatobiliaire, ils vont avoir du mal à absorber les graisses. Donc en plus de ne pas manger les petits poissons, ils vont absorber pas facilement les graisses, donc les oméga 3, anti-inflammatoires que j'ai parlé, mais aussi la vitamine D, la vitamine C liposomale, la vitamine E. Tout ça, c'est des vitamines qui sont grasses, donc ils ont besoin d'être absorbés avec le flux des graisses.
Donc, comment faire avec cette personne? Donc, il faudra leur apporter, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, une cure, 1 g ou 2 d'oméga 3. Et après, manger avec du gingembre au milieu du repas pour améliorer l'absorption des graisses. Après, nous avons des plantes comme le radis. Consommer le radis noir. Le radis noir en lamelles ou râpé, ça améliore l'absorption des graisses, donc ça améliore la digestion. Donc on est tout bon. En plus, le radis noir, il contient du soufre, donc il va être draineur pour le poumon. Avec la micronutrition, j'ai fini cette grosse parenthèse et on va maintenant parler de la gestion du stress. Alors, surtout le stress psychique actuellement, avec tous les médias qui sont là, qui sont en train de nous remplir la tête et nous angoisser au profond de nos lits à la maison. Donc, ça veut dire que en stressant le corps, on va baisser notre système immunitaire par l'épuisement de la glande surrénale, puisqu'on n'a plus de cortisol pour avoir les bonnes défenses anti-inflammatoires endogènes du corps. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire de la cohérence cardiaque tous les jours. Donc, il y a des applications sur le smartphone, donc à le faire régulièrement. La méditation, le yoga, la visualisation positive et toutes les autres techniques de relaxation que chacun sait que ça marche pour lui. Après, on peut ajouter bien sûr du magnésium, donc 400 mg par jour, et les plantes. Alors la phytothérapie encore, on a la rhodiola, on a l'éléuthérocoque, c'est des plantes adaptogènes, ça veut dire qu'ils nous aident à passer des situations de crise comme maintenant, donc pour qu'on soit un peu qu'on sache faire face à ce virus. Il y a aussi les gens qui ont tendance à être plus anxieux. D'accord? Donc là, on a des plantes plutôt anxiolytiques, des plantes GABA qu'on appelle, c'est la passiflore, c'est la valériane, c'est l'aubépine. Donc tout ça, ça se prend par rapport au terrain de chacun, donc à adapter. Donc j'insiste, je ne dis pas qu'il faut prendre tout ce que je vous dis, mais à adapter, chacun va reconnaître en soi plutôt une fragilité, une anxiété, ou trouver un certain âge, ou quelqu'un qui sait qu'il a toujours mal au ventre, qui a toujours des selles qui sont mauvais, avec des gaz qui sont mauvais, oh, ils disent que là c'est mon microbiote. Donc vous voyez, chacun il va travailler un peu sur son fond. Maintenant, l'activité physique. L'activité physique, actuellement, puisque vous êtes à la maison, il faut travailler tous les jours. Alors, quel est vraiment l'exercice le plus intéressant? L'activité physique fractionnée à haute intensité, ça veut dire sur 30 minutes tous les jours. Donc, il faudra faire 10 minutes d'échauffement. Là, on s'étire, on s'échauffe un peu. Et après, il nous reste 20 minutes. Donc, sur les 20 minutes restantes, il faudra les diviser 30 secondes d'activité intense et 30 secondes de repos. 30 intense, 30 repos et ça sur 20 minutes. Ça va, on va booster, on va muscler le poumon. En fait, on va dilater tous les petites bronchioles, tous les petites alvéoles, tout ce qu'il y a dans le poumon pour essayer d'améliorer l'échange. Donc, on va oxygéner le sang et muscler la musculature du poumon. Très importante au jour d'aujourd'hui. Donc, à les faire tous les jours. D'ailleurs, cette activité physique, elle est très très indiquée aussi pour les personnes qui sont en surpoids. Parce que nous savons que les gens qui sont en surpoids, qui sont obèses, donc ils ont un tissu gras. Le tissu gras, il est souvent enflammé. Il va produire une molécule qu'on appelle la leptine. Et la leptine, elle est pro-inflammatoire. Là, on se dit, donc, ces personnes-là, ils ont déjà un mauvais statut, mauvais équilibre entre oméga 3 et les oméga 6 pro-inflammatoires. Donc là, ils ont déjà un terrain à l'inflammatoire. Et en plus, ils ont de la leptine qui est encore inflammatoire. Donc ces gens-là, ils risquent d'avoir une mauvaise réaction. D'ailleurs, fait partie des gens qui ont des facteurs de risque pour avoir des complications. Donc cette activité physique, ça va aider à muscler le poumon, à perdre du poids. Et aussi, donc ces gens-là, il faut leur donner des plantes anti-inflammatoires, donc que j'ai évoqué déjà au précédent. Le sommeil, très important, surtout le premier sommeil profond en début de nuit. Lui, il va augmenter le système immunitaire parce qu'on sait qu'il y a une rencontre entre plusieurs hormones avant minuit, donc et là, c'est la régénération du corps. Et aussi, pourquoi il faut se coucher tôt? Pour avoir une bonne synchronisation de nos horloges biologiques. Ça s'appelle la chronobiologie. Il faudra se lever tôt, manger bien, manger protéiné, et puis le soir, on mange léger,
on mange plutôt hydrate de carbone. Donc tout ça, ça aide au corps de fonctionner. Et que la mélatonine, nous savons tous, que c'est le grand chef de synchronisation de toutes les horloges biologiques. Et elle a été démontrée qu'elle a un impact immunostimulant. Elle travaille sur le système immunitaire. Donc les gens qui se couchent tard, ils auront un mauvais système immunitaire. Et pour finir, c'est avec la dysbiose intestinale que je vais expliquer un peu l'approche sur le système immunitaire. C'est quoi une dysbiose intestinale? C'est un microbiote qui est malade, qui est inexistant ou qui travaille très peu. Dans mes patients, une grande partie du patient, ils ont une dysbiose intestinale. Donc, comment faire? On sait que le système, les bactéries du microbiote intestinal, on a à peu près 100 000 milliards de bactéries dans le ventre, elles vont être en permanent contact avec notre système immunitaire. On sait qu'il y a 80% du système immunitaire qui est de l'autre côté de la barrière intestinale. Donc, ils sont en train de parler en permanence. Mais ils ont un équilibre, ça veut dire qu'ils vont se tolérer. Par contre, si le microbiote il a changé, qu'il y a des mauvaises bactéries qui sont ancrées dans ce microbiote, ils vont donner des mauvaises impulsions et des mauvaises informations à notre système immunitaire. Du coup, il va s'énerver, il va créer une inflammation et du coup, la barrière intestinale, elle va être rompue. Donc, cet équilibre va être rompu et il va y avoir un afflux de ces fameuses lipopolysaccharides, mais aussi des champignons et aussi des virus qui vont passer à travers la barrière intestinale et via le voie sanguine. Ils vont aller partout dans le sang, créer une grosse inflammation et là, on va avoir une dégradation du patient. Donc, l'importance. On sait que le coronavirus, surtout chez les personnes âgées qui ont une barrière intestinale qui est assez précaire, il y a des formes digestives atypiques de ce virus-là. Donc là, on est vraiment dans le sujet avec le microbiote intestinal. Comment faire? Alors, tous les jours, j'ai déjà évoqué limiter les protéines animales pendant un mois maintenant et les remplacer avec des protéines végétales. D'accord? Deuxième chose, il faudra augmenter l'apport en fibres alimentaires. C'est quoi les fibres? Ce sont tous les légumes, la pomme, donc la pectine de la pomme, les poireaux, les artichauts, les asperges. Ils sont tous bourrés des prébiotiques qui sont plutôt biphytogènes. Donc ça veut dire que ça va stimuler le microbiote et la flore qui va produire donc des bifidobactéries, donc des lactobacilles. Donc tout ça, ça va travailler ensemble pour avoir une meilleure discussion avec notre système immunitaire. Donc, les personnes âgées, mais aussi pas que, les personnes âgées, c'est les personnes avec des maladies chroniques qui ont beaucoup des médicaments antiacides que j'ai déjà évoqués au niveau de l'estomac. Et ben eux, ils sont très largement impliqués dans cette dysbiose intestinale. Donc, s'il n'y a pas vraiment une grosse indication, revoyez avec votre médecin traitant, est-ce que c'est nécessaire, oui ou non, ces antiacides. Et pour continuer sur la voie des donc les médicaments, les iatrogénies, c'est aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiennes que nous savons très bien qui travaillent en amont de la cascade inflammatoire et va bloquer toute l'inflammation, même la bonne inflammation. C'est pour ça qu'ils sont déconseillés. Les plantes anti-inflammatoires, non, elles ne vont pas décapiter l'inflammation au niveau du cou, elles vont décapiter que vraiment la cascade au niveau de là où ça coince, si vous voulez, mais il va laisser les autres acteurs de l'inflammation à travailler et à nous protéger. Donc il n'y a pas vraiment la même comparaison entre les deux et il est hors de question de les comparer. Donc maintenant, je vais parler de l'approche homéopathique de terrain. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'homéopathie, elle est très intéressante, très utile pour un médecin clinicien. Parce que ça nous aide à comprendre, en dehors de toutes les polémiques, de médicaments, de pas dosables et tout ça, ça nous aide à comprendre comment le patient fonctionne. C'est vraiment l'approche clinique qui manque à la médecine d'aujourd'hui. Donc, comment réfléchir un homéopathe finalement ? Eh ben, un homéopathe, il va avoir la tendance de chacun. Ça veut dire le mode réactionnel. Comment un patient, il va avoir une complication et un autre patient, il n'aura pas de complication. Pourquoi? Parce que la morphologie, le mode de réagir à la maladie, il est différent. Et bien l'homéopathie, elle sait prédire ça, elle sait voir ça à l'avance. Donc c'est très intéressant.
Par exemple, le terrain qui est plutôt fragile dans ce côté pulmonaire, c'est plutôt les tuberculiniques et les siliciques. Ce sont des diathèses qui prédit une mauvaise pronostic des patients qui vont être infectés par le coronavirus, par exemple. Comment vous reconnaître? Ces gens-là, ils ont plutôt une sarcopénie, ça veut dire ils sont plutôt fins, fragiles, minces, des gens plutôt maigrichons, avec une ossature qui est faible. Donc ces gens qui ont une déminéralisation déjà qui est assez importante. Et j'ai parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, quand on a une acidose de terrain, une acidose de bas grade, ces gens-là, en fait, ils vont piocher dans l'os. Donc l'os, il va se sacrifier pour compenser cette acidose tissulaire chronique. Donc, il y aura cette faiblesse déjà de ce terrain acide qui est là, propice pour le virus se multiplier. Mais aussi, ils ont une sarcopénie, ça veut dire un manque musculaire, donc avec cette faiblesse de produire les anticorps. Donc là, ce terrain-là, on voit le patient, on a compris la morphologie, comment ça marche, et on sait qu'eux, ils vont mal évoluer, et là, on les prépare tout de suite. Donc en homéopathie, on va faire quoi? Déjà, moi en tant qu'homéopathe, nutritionniste, donc toute mon activité que je mette au service du patient, je vais déjà essayer de reminéraliser avec des plantes un peu plus dosées. Ça veut dire avec du silicium organique, avec du lithotame, parce qu'eux, ils n'ont pas assez de réserve pour les mobiliser. Et après, je vais donner le médicament homéopathique par excellence pour stimuler cette minéralisation qui s'appelle les calcaréas. Donc, ça sera plutôt les calcaréas phosphorica ou pour certains les calcaréas fluorica. Donc, en fait, c'est des gens, on va stimuler, donc avec l'homéopathie, on va donner une information au corps de pouvoir bouger plus vite ou de donner des informations à certaines étapes particulières de notre fonctionnement immunitaire. Donc, en homéopathie, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner de la thymuline. La thymuline, j'ai parlé du thymus. Les personnes âgées, ils ont un thymus qui ne marche pas. Donc, avec le zinc, on va donner la thymuline, un 8-DH par exemple, une dose, tous les dimanches, pour améliorer. Donc, vous voyez, on est toujours dans la même direction. Que ce soit en phytothérapie, que ce soit en micronutrition, que ce soit en alimentation, que ce soit en homéopathie, on va tous dans la même direction. On n'est pas du tout contraire. Donc, thymuline stimule le thymus avec le zinc. Très, très bien. Mais j'ai parlé du dysbiose intestinale. Eh bien, l'homéopathie, elle peut aussi avoir son approche. Elle va amener le sérum de Yersin. Le sérum de Yersin, on sait, ce sont des grippes ou des mauvais virus qui commencent par l'intestin. Là, hop, on va tout de suite aux personnes âgées qui font ces formats typiques. Donc, sérum de Yersin en 8-DH, une dose tous les dimanches. Et on fait ça sur un mois ou deux par rapport à l'épidémie. Donc après, pour les gens qui sont plutôt fins, qui sont plutôt minces, qui sont tout le temps malades, pour les enfants qui sont tout le temps malades, on peut donner du silicea, on la donne plutôt en 9CH et on donne une dose par dimanche, on fait ça sur un mois ou deux. En homéopathie, il n'y a pas que le terrain, on peut travailler aussi en aigu. Par exemple, avec toutes les plantes que nous avons parlé, on peut ponctuellement rajouter du bryonia si elle a tout qui est sèche. Donc, la toux sèche, bryonia, on la prend plutôt en 4 ou 5 CH et on donne 3 granules tous les 2 heures et ça on fait pendant 4-5 jours en plus des plantes que nous avons évoquées. Après, les gens qui ont mal à la gorge, belladonna, ils travaillent très bien. Donc, belladonna, 4-5 CH, 3 granules tous les 2 heures, tant qu'il y a le maux de gorge, en plus des autres complémentations que vous en parlez. Et pyrogénium. Il est très important, on le donne plutôt en 5 CH, le pyrogénium, les gens qui sont déjà malades et qui ont peur d'avoir cette surinfection. Là, bien sûr, on revient au microbiote intestinal et là, bien sûr, on règle la dysbiose intestinale et aussi on donne du pyrogénium pour éviter cette surinfection bactérienne. Et là, on donne 5 granules matin et soir pendant cette période un peu difficile à passer. Donc, vous voyez, tout est compatible. Et pour finir, je vais finir avec l'apport ponctuel de l'huile essentielle qui sont plutôt anti-inflammatoires et anti-infectieux dans notre sujet. Donc, je ne donne pas trop d'huile essentielle par la bouche, péros, parce qu'ils sont légèrement acidifiants. Donc, pour les gens qui sont un peu acides, donner trop d'huile essentielle par la bouche, plein des gouttes tout le temps, c'est pas bien. D'ailleurs, ils sont très toxiques parce qu'ils sont très puissants. Vous voyez, c'est naturel, mais c'est puissant. Là, on fait attention. Donc du coup, par la voix, par les aérosols, c'est intéressant de faire par exemple des gargarismes avec les gens qui commencent avec les maux de gorge. Donc le thym à l'inalol, vous mettez 2-3 gouttes dans un demi-litre d'eau avec un peu de sel et faites des gargarismes. Et là, vous les faites régulièrement tant que la douleur elle est là.
Les inhalations, on peut les faire avec des plantes. Si la toux elle est sèche par exemple, on commence avec des plantes anti-inflammatoires calmantes, qui est la camomille romaine, la lavande douce. Donc tout ça, c'est 2-3 gouttes dans un petit bol d'eau et on fait des inhalations de 10-15 minutes, 3-4 fois par jour. Si la toux elle est grasse, on rajoute plutôt du eucalyptus, plutôt globulus pour les adultes. Les enfants, c'est les enfants qui sont plutôt les enfants grands, plutôt eucalyptus radiata. Et de la myrte, surtout myrte verte pour la toux qui est grasse, ça aide à décongestionner avec la 1-acétylcystéine qui sont complémentaires que j'ai déjà évoqué. C'est bien de les faire. Alors la polémique de lavage du nez. Je ne comprends pas beaucoup pourquoi il y a cette polémique-là. Puisque dans toute mon expérience, dans toute mes expériences de mes confrères, quand il y a des viroses, en aromathérapie, on préconise des lavages nasales avec des huiles essentielles plutôt antiviraux globaux comme la ravintsara, le niaouli, le cyprès, pour les non-allergiques au cyprès. Elles agissent très bien pour limiter l'inflammation. Pourquoi pour ce virus-là, lavage du nez, ça dissémine, ça l'amène dans le poumon. On fait l'inhalation, quand on lave le nez, on met d'un côté, ça sort de l'autre, et là ça sort de l'autre, ça va pas dans le poumon. C'est surtout les enfants qui sont couchés, qu'on fait la désobstruction nasale, les petits, et que là c'est clair qu'il y a dans les bronches qui tombent un peu d'eau. Mais là, je ne comprends pas cette polémique. En prévention, pourquoi pas le faire? Pour les très malades, je ne sais pas vraiment quoi vous répondre dans cette question, mais je ne la comprends pas, pour vous dire franchement, et que là, je reste sans réponse pour les gens qui sont malades du coronavirus. Et ce lavage de nez, pour moi, il me paraît un peu pas très logique, mais je reste sans position assez fixe. Par contre, en prévention, je suis pour le oui, bien sûr, et je le fais tout le temps, moi personnellement. Et donc, alors, quelle est la question finalement qui se pose pour moi par rapport à ce virus-là? La question pour moi, c'est une question globale en fait. Ça veut dire d'où il vient ce virus-là. Donc là, c'est pour vous mettre un peu un petit doute, on va dire. D'où vient le virus? Est-ce que ce virus-là, c'est vraiment il a échappé à des expériences qui ont été faites quelque part dans les labos? Ça, on ne le sait pas encore. Mais je pense que la part la plus importante qui pour moi, elle est à l'esprit, c'est encore la question du déséquilibre. Rappelez-vous, dès le début, je parle sur la question d'équilibre. Et ce déséquilibre, mais c'est un déséquilibre global, ça veut dire sur la planète entière. Le global de l'écosystème entre les bactéries et les virus. Nous avons abusé des antibiotiques. Il y a une antibiorésistance, surtout dans les pays asiatiques, qui est très très forte. Et là, donc, bien sûr, c'est l'émergence des virus qui sont de plus en plus pathogènes. Du coup, là, on voit l'empreinte de l'humain sur l'écosystème de cette planétaire de micro-organismes. Je pense que nous ne sommes pas pour rien là-dedans et c'est pour ça que je ne sais pas si on paye le tribut et tout ça. En tout cas, il faut se poser la question, quel est notre impact sur cette épidémie-là? C'est sûr qu'il y est pour quelque chose. Donc, pour finir, pour faire une conclusion, le confinement, il reste utile quand même pour éviter donc le contact entre les personnes vulnérables et pas vulnérables. Mais surtout ce confinement, il est très très utile pour ce rendez-vous inédit qui est avec soi-même. Réfléchissez. Il faut se voir, regarder dans une glace et se dire qu'est-ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce que j'aimerais pas continuer après cette épidémie, cette drame mondial qui existe? Et je vous conseille de respecter, de manger mieux. C'est facile finalement. Manger mieux, respecter les gens, les filières de proximité. Encourager les gens à côté de vous qui mangent du biologique. Méditez, faites de la méditation. Respectez la nature. Respectez ceux qui sont autour de vous. Et surtout, respectez vous-même. Et je vous embrasse et je vous souhaite bon courage. À bientôt.